bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Vous en avez l'habitude maintenant, le mercredi de 20h à 21h30. C'est l'émission de votre libre expression, bien sûr, l'émission 100% tribune, 100% ultra aussi. Donc c'est l'avant-dernière. La semaine prochaine, ce sera la dernière de la saison. Pour finir, nous recevrons Philippe Broussard, l'auteur du livre Génération Supporter. Donc on reviendra avec lui sur son bouquin, sur l'ancienne génération ultra, la nouvelle génération. Donc pour la dernière, ce sera encore une bonne émission. Ce soir, nous nous intéressons encore au Paris Saint-Germain. J'ai l'honneur d'avoir comme invité Monsieur Nicolas Ortus de Canal Supporter. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Bien sûr, avant de commencer cette émission, il faut que je présente mon équipe. Comme d'habitude, à mes côtés, Monsieur Xavier Coulant. Bonsoir Xavier. Bonsoir tout le monde, bonsoir Stan. Merci. Bonsoir aussi à notre ami niçois, Chris Nissa. Bonsoir Chris. Bonsoir Stan, bonsoir tout le monde. Ancien président d'Andy Club Paris, Stéphane, bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à Nico, notre invité. Merci, bonjour. Donc bien sûr en off nous avons Thomas Guillon avec nous qui s'occupe de tout ce qui est partie podcast, donc on le salue. En off aussi nous avons Luzari, Ludo pour les intimes, qui s'occupe de la technique. On le salue, on le remercie aussi. Donc, comme je disais, nous avons ce soir Nicolas Ortiz de Canal Supporter. Canal Supporter, pour un petit peu les connaisseurs du football, c'est un site qui traite l'actualité du PSG. C'est un site qui a à peu près 3 ans. Moi, j'ai connu tout au début quand il y avait Patrick William. Après, il a quitté, je crois, l'aventure. Nico, tu peux nous faire un petit peu la biographie de Canal Supporter? Bien sûr. Alors Canal Supporter en fait a effectivement 3 ans. Avec Marc, Marc surtout a eu une information très intéressante, comme quoi les Qataris s'intéressaient au PSG. C'était vraiment encore de l'officieux, personne ne le savait. Alors via cette information, il a commencé à développer un petit site au départ, canalsupporter.com. Il a fait les quelques bribes d'informations qu'il avait là-dessus. Il a enquêté avec Patrick à l'époque sur cette information, alors que les autres médias, que ce soit l'équipe, le Parisien, et j'en citerai encore des centaines comme cela, exploraient des pistes fantasques telles que la Russie, telles que la Chine, telles que l'Inde. Bref, nous avions de l'information, l'exclusivité là-dessus. Et nous avons donc lancé une version 2 de ce site, un peu plus structuré, avec plus d'informations, plus ciblées. Et petit à petit, après 3 ans, nous sommes aujourd'hui un média alternatif sur le PSG, le premier site internet hors officiel où nous faisons presque 250 000 visiteurs uniques par mois. Justement, j'ai une petite question, Nicolas. Déjà, bonsoir, parce que j'ai pas dit bonsoir tout à l'heure. Ce site, la Canal Supporter, donc c'est que des journalistes qui bossent sur ce site-là. Vous étiez journaliste tous avant? Alors, je suis au départ le seul de formation journalistique. J'ai fait une maîtrise de journalisme. Après, je travaillais au Paris Saint-Germain, je travaille dans divers médias pour me retrouver à Canal Supporter. Marc n'a pas à la base une formation journalistique, Patrick non plus, Nils actuellement non plus, qui travaille avec nous. Mais sur le tas, après 3 ans d'exercice au quotidien sur le PSG, on peut dire que chacun, maintenant, on a tous des pages journalistiques, on sait développer une information, rechercher une information, démêler le vrai du faux, parce que il faut savoir qu'actuellement, depuis surtout l'arrivée des Qataris encore plus, il faut à chaque fois lire entre les lignes et essayer de voir ce qui est probable, logique, irréel ou surréaliste. Et ça, c'est pas ce qui est le plus facile. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Comme je dis, pour l'entraîneur, par exemple, en ce moment, t'as un jour, un nom. Sur la 3, il y avait France 3, il y a un jour un livre, et là, avec les transferts, c'est un jour un nom. Mais justement, par rapport au club, vous avez des bons rapports avec eux, ou vous avez aucun rapport du tout au niveau de la direction, des joueurs? Alors ça a été très compliqué au départ, puisque comme je l'ai dit, Canal Supporter avait lancé un pavé dans la mare en parlant des Qataris. Il faut savoir qu'il y avait encore Colonie Capitale à l'époque. Quand Canal Supporter sort l'information comme quoi le QSI est intéressé par le PSG, il y a des gros remous en interne à Colonie Capitale et au Paris Saint-Germain. On sait que Sébastien Bazin, à l'époque, l'ancien président, l'ancien même actionnaire majoritaire plutôt du PSG, avait râlé, avait fait des remarques, avait essayé de mettre quelques coups de pression par-dessus
voilà, par droite, de gauche. Et pourquoi ces coups de pression, c'est quoi qui plaisait pas? Parce que les Qataris, dans ce genre de business, la discrétion est prioritaire. Surtout en plus dans la mentalité des Qataris, on aime traiter des affaires et des sommes en toute discrétion. On n'aime pas quand un bruit sort dans la presse. Il en va de même pour les entraîneurs, il en va de même pour le mercato au niveau des joueurs. Les Qataris, c'est dans leur mentalité, il faut que tout soit fait en totale discrétion, et tant que le contrat n'est pas signé, que c'est pas officiel, on ne communique pas. Donc là, on leur a un peu coupé l'herbe sur le pied, ça a créé quelques remous en interne, et nous, ça nous a permis de nous faire connaître et d'accroître notre notoriété de façon phénoménale. Donc ça, c'était les rapports à l'époque. Aujourd'hui, comme j'ai eu la chance de travailler au Paris Saint-Germain, je connaissais déjà quelques gens en place qui ne le sont plus forcément aujourd'hui. Donc ils nous ont permis de rentrer aux conférences de presse, de suivre les entraînements, d'avoir quelques jours en interview. Et puis vu que maintenant ça fait 3 ans que nous suivons le club au quotidien, nous avons toujours les mêmes gens au téléphone ou en visu, en réunion. Donc voilà, maintenant nous avons un travail journalistique tout à fait classique de base, comme pourrait l'avoir le Parisien ou l'équipe à ce niveau-là. Je me rappelle à une époque vous aviez fait les états généraux du PSG. Est-ce que le PSG vous aviez mis des bâtons dans les roues? Et que vous aviez interviewé pas mal d'anciens présidents, tel Kézak, Belmondo aussi. Je me rappelle de toutes ces interviews. Est-ce que c'était mal perçu par le Paris Saint-Germain ou... Absolument pas. Non. Absolument pas. C'est là où c'est assez surprenant d'ailleurs. C'est qu'à l'époque des états généraux, nous avions encore un tout petit site. Nous avions eu tout le monde au micro, mais vraiment tout le monde. Il n'y a eu aucun veto. Après, par choix rédactionnel, éditorial, nous avons dû ne pas diffuser plutôt certains anciens dirigeants, certaines personnes qui sont dans la sphère Paris Saint-Germain. Je ne citerai pas de nom, mais voilà, après, ce sont des choix à faire. Mais en tout cas, le PSG ne nous a jamais mis de bâton dans les roues, sauf en fin de saison dernière, où l'ancien directeur de la communication avait préféré évincer Canal Supporter des dernières conférences de presse, mais là, c'était plus par choix relationnel que professionnel. C'était qui? C'était Bruno Scropetta? Je ne l'ai pas nommé, mais si tu veux en parler, voilà. La piste est bonne. Non, parce qu'on sait que nous, on a reçu déjà, je pense que tu connais le site All PSG, et par exemple, on sait qu'eux, ils ont des problèmes par rapport au nom de domaine PSG, qu'ils ont dû... maintenant, il s'appelle All Panam, donc on voit que... ça, c'est encore un problème bien différent. Là, on parle d'une marque déposée par Saint-Germain. Nous, c'est pour ça que Canal Supporter s'appelle Canal Supporter. On n'a jamais voulu utiliser l'image ou le nom de marque Paris Saint-Germain PSG. On savait très bien que c'était un nom déposé et qu'au bout d'un moment, le club allait réagir forcément parce qu'ils y perdent en image, en crédibilité. Si tout et n'importe quoi est associé au PSG, c'était pas possible, c'était pas viable sur le long terme. De toute façon, vous, c'est très rare que vous parliez. Parce que c'est vrai quand j'ai invité Nicolas, parce que on s'est dit avec Stan, c'est très rare que Canal Supporter parle des tribunes. Mais bon, toi, t'as dit, ça te dérangeait pas de venir en parler dans l'émission, mais c'est vrai que c'est plus sur le terrain, sur le PSG même, que vous parlez en général sur Canal Supporter. Alors détrompe-toi, c'est pas du tout. Au contraire, Canal Supporter au tout début était fixé de tribune. Nous avons eu très régulièrement des représentants de Liberté pour les abonnés. Nous avons suivi les manifestations. Nous avons écrit bon nombre d'articles qui allaient dans le sens des supporters. Moi-même, très régulièrement, je tape des articles sur les supporters parisiens qui sont interdits de Stade de France ou de déplacement. Les ventes de billets. Non, bien au contraire. Nous sommes très 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 focalisés également sur la vie des tribunes. Là, vu que c'est un peu, on va dire, en suspens, il n'y a pas beaucoup d'actualité. Mais dès qu'il y a un fait, nous le relayons très rapidement. Et au contraire, nous sommes même l'un des seuls médias à en parler. C'est pas la presse quotidienne qui va parler des supporters qui sont restés bloqués à Barcelone pendant des heures à se faire charrier par la gendarmerie locale, ou qui vont parler des supporters parisiens qui étaient au Stade de France pour je ne sais plus quel match de l'équipe de France, qui sont obligés de retirer les maillots, les écharpes, sous peine de se retirer leur billets. Moi, j'ai vu ça que sur un supporter personnellement.
Non, mais c'est vrai, autant pour moi, parce que c'est vrai, Canal Supporter, je vois souvent sur le sportif, mais bon, c'est vrai que SoFoot, nous, on sort vachement sur SoFoot parce que bon, ils en parlent beaucoup, mais comme tu dis, Nicolas, c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui est pas exprimé partout dans les grands médias. Et d'ailleurs, pour l'histoire du mec qui avait dû retirer son écharpe ou son maillot, on l'a versus, Stan, tu te rappelles? Ouais. Il n'y en a pas eu qu'un, hein. Il y en avait des centaines. Il y en a plusieurs. Ouais. Bah oui, il a des anecdotes, on pourrait en sortir. Mais d'ailleurs, t'expliques comment, toi, Nicolas, que les grands médias, par exemple, comme tu dis, ils en parlent pas tellement, toi, ça te surprend pas en tant que journaliste? Bah, ils en parlaient au début, si tu veux, et il y a eu quelques rapports de force, malheureusement, entre médias et ces supporters-là qui manifestaient, certes pacifiquement au début, mais quand ils ont commencé à, je sais pas si c'est comprendre, si c'est juste voir qu'il n'y aurait pas forcément de débouché derrière, j'en ai vu plusieurs de ces supporters s'en prendre aux médias, et c'est pas la façon dont il faut aborder les choses. C'est pas en se mettant les médias à dos que ça va faire parler, que le message va être transmis. Bien au contraire, les médias ne vont pas en parler, en tout cas la grande majorité des journalistes. Peut-être aussi, il y a certains médias qui hésitent aussi à. C'est vrai que Stan, je pense que t'es d'accord. Il y a beaucoup de supporters qui aiment pas trop, qui font pas confiance aux journalistes, mais c'est vrai qu'en même temps, faut aller au dialogue parce que sinon, chacun reste avec ses idées et tout le monde est dans son coin, quoi. Bah, ils n'aiment pas beaucoup les journalistes, d'accord, c'est un fait, mais alors à ce moment-là, on ne les invite pas lors d'événements. Si vraiment on ne peut pas saquer certains journalistes, pourquoi les relancer quotidiennement, quasiment, pour les faire venir à une manifestation? Moi, j'y allais, quand on y allait avec un supporter, on y allait vraiment de bon cœur, parce qu'on était vraiment quasiment parti pris pour les ultras, pour qu'il y ait un retour de l'ambiance au Parc des Princes. Mais après certains événements, je pense notamment à l'envahissement, l'envahissement, c'est un grand mot, hein, vraiment entre guillemets, du camp des loges, où moi j'étais présent. Je faisais partie des 4-5 journalistes qui étaient dehors lors de cet événement-là, et quand j'ai vu certains furibonds sauter sur les grillages, essayer d'agripper une caméra, à mettre des claques sur un cadreur de canal, j'ai dit bon, on va peut-être se calmer, les gars. Non, c'est sûr que l'image n'est pas bonne, oui. On se rappelle si ça. Si vous voulez que les gens transmettent votre information, faut pas s'en prendre aux médias. Au contraire, c'est un outil, c'est à vous de vous en servir. Faut pas vous le mettre sur le dos, sinon c'est mort d'avance. Ouais, c'est sûr que ce genre de petites anecdotes ne font pas, voilà. Ouais, je joue pas. Mais bon, après, voilà. Mais malheureusement, tu vois, cette anecdote-là, faut pas que ce soit le résumé de tout le mouvement qu'il y a derrière, parce que c'est ce que j'allais dire. Ça va bien au-delà de ça. Voilà, moi je parle parce que c'est mon avis, c'est moi qui suis interrogé sur la question. Donc je te donne mon avis, c'est que c'est pas du tout représentatif, c'est très bien que c'est un micro-événement, on a affaire à 4-5 gars qui étaient un peu plus excités que les autres. Voilà, sauf que les médias, dans leur globalité, ils vont juste prendre cette information-là comme un fait, à savoir que des journalistes ont été agressés dans les loges. C'est comme ça que ça va être transmis. Alors que voilà, c'est un épiphénomène. Le mouvement ultra parisien derrière est bien plus important, bien plus intéressant et mérite une autre attention que celle-là. Moi, le souci, Nicolas, tu vois, je pense que moi, pour côtoyer Liberté pour les abonnés, et que c'est un groupe qui est vraiment, pour le coup, pour l'image, elle est très bonne, moi, je trouve. Ce qui est dommage, et moi, je commence de toute façon à me dire, de toute façon, ça reviendra plus jamais parce qu'on veut plus tellement d'ultra et surtout d'associations de supporters, notamment à Paris. Je pense que ce qui est dommage, c'est que 3 ans après, fallait faire quelque chose et qu'il n'y a jamais eu vraiment de dialogue ouvert pour faire même revenir les supporters qu'ils estiment pacifiques, parce que des fois ils te font même passer certains supporters en déplacement, c'est la croix et la bannière. Moi, je me suis déplacé 2 fois cette année à Troyes et à Toulouse. Il y a des arrêtés préfectoraux, des billets annulés. On fait passer ces gens-là pour des supporters indésirables et violents, même entre guillemets. C'est dommage que le club n'ait pas ouvert le dialogue avec ces personnes-là, parce que voilà, après. Ça arrive comme c'est maintenant, à 3 ans sans dialogue. Et puis bon, maintenant, je pense qu'il faut être lucide, ça reviendra pas. Le stade est plein, et tant qu'il y a une belle équipe comme ça, jamais le stade se videra. Tu as tout à fait raison. Moi, ça fait quasiment 1 an et demi, 2 ans que je le dis, qu'il faut oublier le mouvement ultra au PSG. C'était l'une des conditions de l'arrivée des Qataris au Saint-Germain, c'était que les tribunes soient pacifiées et vidées des fauteurs de troubles. Ça a été fait avec le plan Lepron. Alors certes, la forme est condamnable parce que c'était vraiment c'était pitoyable comme façon de procéder. Peut-être que nous, à sa place, c'était peut-être c'est facile nous de dire, moi le premier, je dis pareil que toi, Nicolas. Peut-être qu'en tant que président, c'était la solution la plus facile à faire, moi je pense.
Même Voilà, si c'est pas la bonne. c'est la plus rapide. Sur le fond, on peut être d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, il fallait faire quelque chose. Moi, ça faisait 10 ans que j'étais abonné en tribune Auteuil, et je voyais que chaque année, l'ambiance devenait de plus en plus violente, contestataire. Enfin, ça devenait quand même très compliqué au final qu'il n'y ait pas d'embrouille lors d'un match. Donc, il fallait certainement faire quelque chose. Après, la manière dont ça a été fait, voilà, là, c'est un peu plus discutable. Mais il fallait faire vite, il fallait tout vider d'un coup pour que les Qataris arrivent et que les discussions avancent. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà, après on va parvenir sur le plan Le Trou depuis le début. Mais aujourd'hui, qu'il y a un retour des ultras, faut vraiment pas y compter. C'est pas du tout la philosophie des dirigeants actuels. Et vous qui, je pense que vu que vous suivez le Paris Saint-Germain, donc vous allez souvent au Parc des Princes. Toi, ton sentiment par rapport à ce Parc des Princes entre guillemets pacifié, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis? À mon avis, il y a même que tout le monde, hein. Les joueurs les premiers, enfin les anciens en tout cas, c'est à savoir que c'est un peu champêtre, on va dire, comme ambiance. Les trois quarts des néo-supporters, ceux que les anciens appellent gentiment les lynx, connaissent 3-4 chants, des chants qui vont faire durer, je sais pas, 30 secondes à tout casser. Il y a ceux qui connaissent pas les paroles, il y a ceux qui veulent être assis à leur place et pas à une autre, il y a ceux qui devant nous, un mec va fumer une clope, ils vont alerter la sécurité pour aller refaire un mec qui fume une clope. Enfin voilà, c'est un nouveau public, c'est une nouvelle génération de supporters. Même s'il y a beaucoup d'anciens qui y retournent, hein, faut pas se voiler la face. Il y en a, mais c'est pas structuré. Mais justement, toi, Nicolas, qui a l'air plus objectif que nous, je veux dire, parce que nous, en plus, on n'y va plus. Moi, j'y étais une fois, et puis pour quelques actions au Parc des Princes qui se font plus, comme c'est difficile. Ton point de vue à toi qui va au stade vraiment, parce que moi, quand j'étais à Europe 1, j'ai parlé avec Marion Hidalgo, que vous connaissez bien, qui est un supporter. Elle me disait que, elle me disait que l'ambiance, par exemple, cette année, c'était bien revenu, que ça commençait à revenir, l'ambiance. On entend ça à droite à gauche. Toi, qui est peut-être plus objectif que nous, t'en penses quoi, toi, sur l'ambiance? Ça revient vraiment ou ça reste toujours un peu champêtre, comme tu dis? Alors, il faut voir. La première année après le plan Le Trou, on est tous d'accord pour dire que l'ambiance était nulle. Elle était morte, c'était vraiment pourri. Il faut dire qui est c'était quasiment vide là, quasiment. Tu parles de la saison de transition un petit peu. Oui, je parle de la saison de transition. Ouais. Donc, 2010-2011. Après, les Qataris sont arrivés. Donc ils ont fait rentrer dans le Parc des Princes un nouveau public qui connaissait pas les chants, qui connaissait rien. Donc là, il y avait un peu d'ambiance. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Donc ceux qui connaissaient les chants chantaient, ceux qui essayaient de mettre l'ambiance essayaient de mettre l'ambiance. C'était un peu compliqué. On va dire que c'était la deuxième année de transition où il y avait déjà un peu de milieu. Maintenant, on suit la suite logique, à savoir que nous sommes dans la troisième année, que les gens sont habitués pendant 1 an, voire 2, à écouter et à chanter certains chants, à savoir encourager l'équipe, à reconnaître les bons et les mauvaises périodes du club. Voilà, c'est une expérience aussi à acquérir. Du jour au lendemain, on peut pas non plus demander à un mec qui connaît rien à devenir un ultra qui connaît tout sur le Paris Saint-Germain. Mais d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que le club, nous, on a reçu des supporters qui ont des soucis dans le parcage visiteur au Parc des Princes. Chris, il pourra témoigner, lui qui est de Nice. Il y a Montpellier aussi. Et on sait que les supporters, en général, on laisse pas rentrer avec les tambours, mégaphones. C'est quelque chose. Et je crois que c'est le seul stade en France où tu vois ça. Et d'ailleurs, si le PSG avait essayé, même pour ceux qui vont au stade, essayer de reconstituer quelque chose avec des tambours, des mégaphones, mais c'est vraiment pas dans l'optique. Donc ça prouve vraiment que l'ambiance actuelle leur plaise. Ça leur plaît cette ambiance, sinon ils auraient essayé d'amener un petit plus, je pense. Non, ça ne leur plaît pas. Là, en ce moment, ils sont contents. Il y a vraiment une grosse nuance à faire. Je ne sais plus, c'est France Bleu, c'est Bleu Salomon, mon pote de France Bleu Île-de-France, qui disait que Nasser Al-Khelaifi avait été étonné, surpris, enchanté de voir l'ambiance que mettaient les supporters parisiens au Camp Nou à Barcelone, et qu'il souhaitait renouer certains dialogues. Bon, après il y a le Trocadéro, donc j'imagine que ça va un peu couper court pour l'instant en tout cas. Mais non, au niveau de l'ambiance, ils se rendent bien compte qu'il y a un gros déficit de ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui. Ils sont surtout à l'extérieur. Quand tu vois les parkages extérieurs, nous quand on faisait les contre-parkages, j'en ai fait 2 à 3 et à Toulouse. Quand tu vois 15 mecs dans le parkage pour un parkage de champion, ça la fout quand même mal. Hein. Mais pourquoi? Parce que ils font que des déplacements officiels, parce que les anciens abonnés ne souhaitent pas se déplacer en officiel.
et que à chaque fois qu'ils veulent se déplacer en indépendant, entre guillemets, il y a la préfecture qui monte l'écrou, il y a la police, on les interdit, on prend leurs billets, etc., etc. Donc le phénomène à l'extérieur, on sait tous que c'est un gros problème, mais le PSG, même si on ne va pas dire qu'il est d'accord, en tout cas il ferme les yeux sur ce qu'il se passe, à l'extérieur. Oui, puis il y a peut-être un public aussi qui aime bien aller au Parc des Princes et que pour se déplacer, c'est autre chose parce que c'est ça qu'il faut voir aussi. Souvent, ceux qui font les déplacements dans les parcages, c'est beaucoup les ultras ou les associations de supporters. Donc il y a peut-être ce souci-là aussi. Chris, je crois que tu voulais intervenir, Chris, non? Non, mais bon, je rajouter un petit mot par rapport à ce que vous disiez. Ouais. C'est vrai qu'ils ont laissé pendant un temps les visiteurs mettre l'ambiance au Parc des Princes et à tel point que je pense que ça les a gavés. Ils ont commencé à interdire tout ce qui était tambour et c'est vrai que c'est très difficile de se déplacer au parc maintenant. Ouais, mais même sans ça, regarde les Stéphanois, ils étaient venus, ils n'avaient pas eu de tambour de mégaphone, mais ils avaient mis de l'ambiance cette année. Donc même sans ça, tu peux foutre de l'ambiance quand même en même temps. Bien sûr, ouais, tu peux toujours te faire entendre dans un stade. Il y a pas de souci, mais c'est vrai que ça aide un peu maintenant. C'est pas forcément évident surtout pour vous les Parisiens de revenir quand on connaît un peu la situation actuelle. C'est très difficile. Donc, mais c'est bizarre. Les joueurs, moi j'aurais une question parce que vous côtoyez, je pense, beaucoup les joueurs vous essayez de bien côtoyer les joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce que les Français, ceux qu'on connu comme Armand et tout ça, parlent un petit peu de ce nouveau Parc des Princes, de cette ambiance des anciens? Il faut savoir qu'il y a une charte, ils peuvent pas trop dire de choses non plus. Peut-être entre les joueurs, oui, ils en parlent, mais ça occupe pas leur sujet de discussion non-stop. Ils vont parler une fois à la nouvelle recrue en leur disant, écoute, avant c'était mieux, maintenant c'est comme ça. Et basta, tu vois, c'est pas Armand qui va dire à Zlatan, vraiment Zlat, écoute, avant c'était cool, maintenant c'est pourri. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ils vont parler vite fait. Mais eux, ils sont pas dans cette optique-là, si tu veux. C'est de l'ambiance, c'est bien. S'il n'y a pas d'ambiance, tant pis. C'est comme ça. Eux, du moment qu'ils jouent au ballon, qu'ils touchent leur chèque, qui visent un palmarès, c'est ça leur priorité. C'est pas l'ambiance, c'est pas les dépenses qui les intéresse. Faut pas se voiler la face. Même avant, quand ils venaient au Paris Saint-Germain, à part quand l'équipe allait mal, il y en a peut-être qui ont fait le choix du cœur, comme Roten à une période. Mais dans un club qui va déjà avant, si le club a des moyens, on y va rarement pour les supporters. Faut pas qu'on se voile la face non plus. Quand on va à Monaco, on peut pas dire que le public il fait rêver. Ça les empêche pas avec l'argent d'avoir des super joueurs qui arrivent. Donc, bien sûr. Voilà. Non, les supporters c'est vraiment un plus. C'est tout. Tout à fait. Un plus. Mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, Nicolas, sur soi-disant Nasser, que ça a circulé, ça, le coup de Barcelone. Mais nous, on a eu quelques contacts avec des gens qui sont bien placés dans les supporters, qui étaient un peu porte-parole. Mais justement, soi-disant qu'il aurait repris contact avec certains à une période, mais ça n'a jamais vraiment été confirmé. Nous, on n'a pas eu ce bruit-là. Donc, est-ce que c'est une idée qu'il a eu sans rentrer en contact? Moi, je te le confirme. Je connais également des gens très bien placés dans les mouvements ultra. Alors c'est certes pas chez les groupes qui trustent un petit peu l'attention médiatique. Je parle plus d'anciens dirigeants et d'anciens membres influents des anciennes associations, qu'elles soient côté Boulogne ou Auteuil. Et si, il y a eu quelques prémices de discussion, mais il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de réelles avancées concrètes sur un retour d'anciens abonnés, d'anciens groupes. Déjà, les groupes, les assos, on les écarte, ça, il n'y aura plus jamais. Ça, faut que ce soit clair et net, il n'y aura plus. Même si c'est signataire de la charte douce, tout ça, on ne s'est pas considéré comme une association de supporters ou d'ultra. Donc ça, on écarte. Après, sur un retour sur certaines règles du plan Le Prou, ça a été envisagé à un moment. Mais comme je te dis, encore une fois, le coup du Trocadéro, ça a fait couper court à toute discussion. Là, à l'heure actuelle, les personnes en place au Parc des Princes qui s'occupent donc des supporters, à travers M. Desilliers, a un peu le cul entre deux chaises. Il a un peu sous le site de la critique et des politiques et du PSG et des supporters. Donc, il faut voir s'il y aura un remaniement au niveau de l'organigramme du Paris Saint-Germain. Il faut voir l'État, quelles mesures ils vont prendre, parce qu'à mon avis, Valls ne va pas en rester là après ce qui se passe au Trocadéro. Et puis il faut voir quelle est la volonté de Nasser Al-Khelaifi et des Jean-Claude Blanc pour le Parc des Princes. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est gros stand-by et il n'y a plus de discussion, alors qu'il y avait eu quelques appels téléphoniques auparavant. T'en penses quoi justement de ce qui s'est passé au Trocadéro, toi? C'est ce que j'allais dire, ouais. Pardon, excuse-moi. Ce qui s'est passé au Trocadéro, c'est comme avec le PSG en fait, c'est de l'amalgame, c'est de la méconnaissance au possible.
c'est tout à fait dommageable. C'est comme quand le PSG va au Stade de France contre Lens sur une banderole, on en fait une affaire d'État. Cette affaire-là a fait la une du journal de 20h et de 13h pendant une semaine non-stop. On a parlé que de cette banderole. Oui, il y a même une de journal, je pense que tu t'en rappelles, où il y avait marqué c'était l'équipe. Bienvenue chez les cons. Voilà. Non, mais ça prend des affaires, des proportions disproportionnées parce que derrière leur micro, leur stylo, leur clavier, on a affaire à des journalistes qui s'y connaissent pas trop en milieu des tribunes. Moi qui la connais très bien, je l'ai côtoyée pendant plus de 10 ans, je la connais très bien, cette mentalité. Voilà, c'était une banderole de vanne, comme il y en avait partout, sauf que là, il y avait Sarkozy. Alors, Sarkozy a fait un méandre, un escandre comme pas possible, ça fait la une des journaux derrière, etc., etc. Et le Trocadéro, c'est un peu la même chose finalement, c'est-à-dire que tu avais affaire à des casseurs, à des voyous qui certes certains portent un nom du PSG, mais c'est pas pour autant que ce sont des anciens ultras ou des anciens abonnés, ça n'a même rien à voir, qui étaient juste là pour foutre de la merde et qui sont arrivés. Et derrière les médias, comme ils ont une telle connaissance à ce sujet-là, ils ont fait l'amalgame, ce sont des mecs qui portent du mec du PSG, donc ce sont des ultras, donc ce sont des ultras du PSG qui ont cassé sur le cadre. Moi, ce qui a fait mal aussi, c'est de voir à la télé la banderole liberté pour les ultras, et puis derrière des mecs autour qui ont dû se greffer pour venir, parce que moi, à la télé, on voit pas tout, nous, on n'y était pas, donc nous, j'ai dit, on en a jamais parlé, parce que n'étant pas présent, c'est pas évident d'entendre. C'est vrai qu'à la télé, quand tu vois les images liberté pour les ultras, c'est sûr que les gens, ils font un amalgame tout de suite en voyant les violences. Ils vont dire, vous étiez bien, vous avez participé à ça. Donc, mal est fait, même si les supporters, les journalistes sont revenus un peu, ils ont donné la parole aux ultras ou aux supporters. Le mal est fait parce que pour les gens, dans leur tête, l'image, elle est forte. C'est trop tard. Mais alors, il faut savoir que le groupe dont on parle, la liberté pour les abonnés, au Trocadéro, c'est exact, c'est vrai, c'est véridique. Ils sont arrivés en chantant avec des fumigènes, en essayant de créer un peu d'ambiance, une certaine dynamique. Après, entre ce groupe-là, donc de liberté pour les abonnés, et certains stewards, ça a un peu frité. Je suis pas sûr qu'il y avait liberté pour les abonnés. Par contre, il y a des groupes qui sont venus, qui font un peu sont dans le même combat. Mais je suis pas sûr que liberté pour les abonnés y était. Mais bon, c'était juste une précision. Mais vas-y, continue. Bon, alors, donc il y a eu certaines échauffourées, certains prémices échauffourées avec certains stewards, le ton est monté. Après, tout le monde s'est à peu près calmé, sauf que aux alentours, les mecs qui ont assisté à ça, on en profité pour, eux, créer des débordements. C'est-à-dire que tu as eu l'étincelle qui a été fournie par les anciens ultras qui étaient venus un petit peu manifester, alors que eux, c'était là plutôt pacifiquement. Sauf que derrière, ce sont les casseurs qui se sont emparés de cette première étincelle pour, eux, foutre la merde, envahir la tribune presse, taper certains caméramans, voler du matériel. Ensuite, ils ont tapé sur les stewards, et puis après, c'est parti à cacahuète partout. Ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas une fête qui ait réussi au PSG, quoi, parce que je me rappelle la Coupe des Coupes en 96, c'est pareil, il y avait eu envahissement de terrain. Là, de faire ça en pleine ville, c'est quand même triste. C'est peut-être le seul club où tu vois qu'ils ont du mal à gérer ça. Envahissement de terrain, ça a été trop mal géré. Ça a été trop mal géré. Et là, je peux pas que c'était la faute entièrement sur le PSG. C'est surtout les pouvoirs publics. On ne fait pas venir 500 CRS, sachant qu'il va y avoir 50 000 personnes. C'est juste pas possible. Et encore, ils ont évité le pire parce que je pense que tu t'en rappelles, ils voulaient faire passer sur une péniche et ça aurait été encore plus dangereux. Bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Enfin, c'était sûr que ça allait être annulé. Tu pouvais pas après te regarder refaire ça. Mais bon, ça, on va mettre de côté parce que c'est un événement organisé par Nike. Alors ça, bon, c'est pas forcément de rapport. Mais sur le fait même du Trocadéro, les pouvoirs publics et le PSG ont créé cet événement, l'ont mis en place beaucoup trop rapidement. Ça a très mal été géré, leur sauce en interne. Alors le PSG, lui, a protégé son bus, ses joueurs, a assuré un minimum de sécurité. Eux, ils étaient dans leur rôle, mais derrière, c'est le préfet, c'est le ministère de l'Intérieur qui sont fautifs à 99%. C'était à eux de mettre cet effectif en place. Moi, l'excuse que j'ai eue quand j'ai téléphoné à l'un des commissaires qui était sur place, c'était oui, mais la majorité de nos effectifs sont déployés à Nantes pour l'histoire de l'aéroport. D'accord, très bien, mais là, vous vous rendez bien compte que quand le PSG est champion de France, ça va attirer plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est pas en mettant 500 CRS que vous allez pouvoir canaliser les choses. Et voilà, pas de réponse derrière. Voilà, ils sont fautifs, ils le savent, mais ils vont trouver un coupable plus désigné. Alors ça s'est porté au départ, l'attention s'est portée sur les ultras.
Ben, ça va évoluer tout ça, parce qu'après, maintenant, petit à petit, on arrive sur les casseurs, et puis après, on arrivera à des choix politiques en interne du PSG, et certainement aussi dans certaines fonctions publiques. Oui, parce que quand tu vois des bus qui ont été pillés, un bus qui était de touristes qui a été pillé, des vitrines cassées, je pense pas que là, c'est vraiment ce qu'on voit dans certaines manifestations. Il y a des mecs qui viennent là pour foutre le bordel. Et cette image du bus pillé, ça fait le tour du monde. Ah bah oui, j'imagine bien. Moi, je l'ai retrouvé sur des sites internet locaux, argentins, colombiens, africains même. Les gens étaient scandalisés. Et malheureusement, l'amalgame a été fait avec le supporter du PSG alors qu'il n'avait rien à voir du tout. Les images, ça a de la patte, les images. Eh oui, mais là, on parle du Trocadéro, mais les casseurs, on les a vus partout. On les a vus des manifestations étudiantes, on les a vus manifestations anti je ne sais quoi. Là, on l'a encore vu pour Liège pour tous. Il y avait aussi des phénomènes de casse. Même à Roland Garros. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est dommage de faire l'amalgame comme ça entre casseurs et la supporter parce que ça n'a vraiment rien à voir. Vas-y Chris. Ouais, moi, vous en pensez quoi enfin, toujours dans le mode parano, tu vois un peu, mais est-ce qu'on n'aurait pas peut-être volontairement laissé faire les choses quand tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui vient comme ça, tu mets un faible effectif combien 500 CRS, tu as dit, c'est vraiment pas beaucoup. Du Trocadéro, toi, Chris? Ouais, voilà, du Trocadéro. Le Trocadéro, je pense plutôt comme dit Nicolas, c'est plus un peu du laisser aller où ils ont peut-être cru que ça allait passer tranquillement. Honnêtement, il devait s'attendre à ce que des gens viennent contester comme ils le font au stade dès qu'ils ont la moindre occasion. À domicile c'est plus possible, mais à l'extérieur, enfin à chaque fois qu'ils peuvent le faire, ils le font. Est-ce qu'ils se sont pas dit, attends, là-dedans 50 000 personnes, tu crois pas qu'il va y avoir quelques mecs qui vont venir mettre un petit peu le feu Enfin voilà, tu sais comment ça se passe. Après c'est un engrenage quoi. Ils ont dû se dire, mais là on en revient à ce que je disais. On parle d'incompétence. Il y a eu des incompétences en interne au niveau des pouvoirs publics. Il y a des choix qui n'ont pas été faits. Ils s'attendaient certainement pas à ce qu'il y ait plusieurs centaines de milliers de personnes qui viennent fêter le titre. Après, est-ce que ta question, c'est savoir s'ils l'ont fait exprès? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que au-delà de l'image des supporters parisiens qui a été écornée, c'est surtout l'image du Paris Saint-Germain et c'est l'image de la ville de Paris et de la France qui a été écornée. Et ça, pour rien au monde, les politiciens ou les dirigeants du PSG auraient joué là-dessus parce que là, c'est même pas un petit ou face, c'est perdant-perdant pour tout le monde. Donc non, ça n'a pas du tout été exprès. Est-ce que tu crois que à cause de cette histoire du Trocadéro, des médias ou des sites tels que vous ont abandonné un petit peu le soutien en disant bon voilà, ça c'était la goutte d'eau qui se démerde et c'est bon, on n'en parle plus? Malheureusement, je pense que ça date d'avant. Il n'a pas fait le Trocadéro pour ça. Alors certes, le Trocadéro, ça a dû pousser encore plus loin le bouchon sur certains médias qui sont beaucoup plus généralistes. Et chez vous? Chez nous, moi, je te dis très honnêtement, il y a eu une cassure le jour où il y a eu le truc au fond des loges. Parce que j'ai pas voulu faire de papier derrière pour relater les faits. Sauf que derrière, j'ai eu des dirigeants, des membres influents, des associations de supporters, des associations de lutte pour les supporters qui étaient présentes. Ils n'ont pas voulu entendre mon message quand on s'est au téléphone. Il y a même eu quelques insultes, il faut dire ce qui est. Voilà. Après, moi, je peux pas prendre parti avec des gens qui sont pas forcément objectifs, qui n'ont plus l'objectivité nécessaire ni le recul nécessaire. Alors maintenant, je sais qu'il y a des nouveaux dirigeants qui sont en place. Je les ai déjà eu au téléphone, ça se passe beaucoup mieux. Donc pourquoi pas essayer à nouveau de porter leur message, leur discours. Mais bon, quand on en vient à certaines formes de violence, c'est sûr qu'on n'a pas du tout envie de se mouiller et de mouiller la chemise, le maillot, ce que tu veux, pour transmettre un message auquel tu ne crois plus. Ouais, non, mais ça le mérite d'être clair. C'est sûr que c'est vrai que malheureusement ce coup du Trocadéro, c'est vrai que ça met un petit coup, même si je crois que les plus intelligents et les plus compétents savent que on l'a bien expliqué, c'est les ultras ont peut-être allumé une mèche et le pétard a explosé derrière. On parlait un petit peu en off, on va revenir un petit peu sur le sportif, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de supporters aussi parisiens, il n'y a pas que les historiques, les ultras, il y a aussi des lynx qui nous écoutent, tout le monde nous écoute. L'affaire Capello, Maître Capello en 7 lettres PSG ou pas? Oui. Comment ça se passe? Vous avez des nouvelles? On en a parlé un petit peu en off, ça devrait pas se faire en fait. Non, ça ne devrait pas se faire du tout.
Ça devrait pas faire du tout, même comme je vous l'ai dit en off, c'est effectivement, il y a de telles zones d'ombre dans ce dossier du nouvel entraîneur qu'il est très difficile de parvenir à un accord avec qui que ce soit. Là, on parlait d'une clause à 3 millions pour Capello, que le PSG était prêt à payer. Sauf que, a priori, dans le contrat, il y avait aussi un droit de veto de la fédération russe, qui a priori, ils auraient fait jouer. Donc, vous voyez, tu fais déjà deux a priori dans la même phrase. Donc, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe réellement. Nous, ce qu'on sait avec un supporter, c'est que depuis le départ, c'est Leonardo qui était censé reprendre l'équipe pour la saison à venir. Lui a toujours dit qu'il souhaitait un jour retrouver un banc. Voilà, là c'était l'occasion, il connaissait l'effectif le connaissait, il a quand même certaines compétences, il n'a pas fait que du mauvais boulot en tant qu'entraîneur. Avec l'Inter de Milan, il fait quand même progresser le club de façon phénoménale en quelques mois au niveau du jeu et des résultats. Voilà, c'est pas le premier venu non plus, Leonardo. Donc c'était vraiment le choix numéro 1 de Nasser Al-Khelaifi. Bon, après il a pris ses 9 mois de suspension, de suspension. Peut-être plus à venir, parce qu'avec l'appel qu'il a fait. Oui, alors là aussi, il y a certaines zones d'ombre, parce que nous, le texte de loi qu'on a trouvé, c'était comme quoi un appel du club ou du dirigeant concerné n'avait pas ambition à prolonger la suspension. Mais sauf que ça a été ensuite démenti par un collègue journaliste de l'AFP qui nous a expliqué que cela arrivait que c'était avec la LFP, mais si la FFF qui s'en mêlait, comme c'est le cas à chaque fois, là, le texte de loi était obsolète. Sans oublier, Nicolas, toi qui es de la région parisienne, je pense qu'en plus, avec les images qui ont circulé, là, avec les violences sur les stades en football amateur, et puis il y en a certains qui ont même dit ouais, mais quand on voit l'image de Leonardo qui bouscule un arbitre, t'as pas peur que justement ils vont alourdir la peine pour dire bah ouais, c'est vrai, et puis allez, en plus ils ont fait appel, allez, on va alourdir un tout petit peu de quelques mois. C'est possible, hein? Tout dépendra de la position de Leonardo. Leonardo a tenté le tout pour le tout en parlant d'images internes du Parc des Princes, où on montrait bien que c'était le délégué qui l'avait poussé, avait rejeté la faute sur le corps arbitral, avait rejeté la faute sur la commission, sur la LFP. Il était incisif, il était offensif, il jouait l'attaque. Alors que pas du tout, avec une commission telle que celle-là, qui est faite de membres, on va dire, seniors, premium, il faut faire le dos rond. Il faut s'excuser, il faut dire qu'il avait mal réagi, il faut dire qu'il avait la pression. Il faut faire le dos rond dans ces cas-là pour avoir une suspension légère. Là, il faut voir l'appel qu'il y aura début juillet. Il faut voir quelle stratégie de communication va mettre en place Leonardo, parce que ça risque de jouer du tout. Mais tu trouves pas, moi c'est pas trop dit dans les médias, mais ça pose quand même des questions sur la façon. Je trouve que ça fait pas sérieux, moi déjà de se dire que ils sont en train bon, on sait pas si c'est vrai tous les contacts qu'il y a, mais de chercher un entraîneur, de recevoir autant de refus, et puis en plus voir qu'Ancelotti de toute façon lui ce qu'il veut c'est partir. Moi au niveau des joueurs, et puis c'est pareil, est-ce qu'ils perdent pas du temps au niveau du recrutement vu qu'ils ont pas encore l'entraîneur? Ça vous pose pas des questions vous à Canal Supporter, ça, cette façon de gérer? Bien sûr que si, mais ça on le sait tous. C'est même pas être subjectif, objectif, informé ou non informé. C'est bien sûr que oui, la situation n'est pas évidente à gérer pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. Tu parles de recrutement, mais aussi en termes d'image. C'est-à-dire qu'on peut se faire plier par n'importe quel gros club qui veut un coach ou un joueur. C'est-à-dire que ok, d'accord, on peut rien faire, on a les moyens. Non, c'est pas du tout le bon signal. Et là où les dirigeants parisiens ont tort, c'est qu'ils ne communiquent pas. Il n'y a pas un mot des dirigeants du PSG depuis qu'Ancelotti a dit qu'il voulait partir. C'est assez surprenant parce que là, tout le monde nage en plein maras, donc que ce soit les joueurs, que ce soit les dirigeants, que ce soit les supporters ou les médias. Du coup, on a le droit à tout un flot de rumeurs plus farfelues les unes que les autres. Voilà, là pour l'instant, on sait qu'il y a au moins 3 ou 4 coachs qui ont été contactés. Pour l'instant, ça a fait chou blanc à tous les niveaux. Alors après, ce sont pour des histoires de contrats, de durée de contrat, pour des histoires de projets sportifs, comme on a vu avec Villas-Boas, par exemple. C'est très compliqué de donner le vrai du faux, là, pour tout vous dire. Là, les Nasser Al-Khelaifi et Leonardo viennent tout juste de rentrer de vacances. Je pense que là, on en saura un peu plus concrètement dans les jours à venir. Mais avant, ce qu'il y a eu avant, c'est que de la spéculation. Rien de plus. Oh, on est assez d'accord avec ça. Ouais. Et
Pour revenir, on a parlé un petit peu terrain. Tu as une petite question aussi. Est-ce que la crédibilité du Paris Saint-Germain est pas touchée? Il change de logo, il touche un petit peu l'histoire du club. Et comment vous à Canal Supporter, vous voyez un petit peu ça? Très objectivement, nous, ça nous fait pas rigoler, parce que c'est un bien maître mot. Mais on s'en fiche un petit peu du changement de logo, du changement de maillot, tout ça. Le logo, il a déjà évolué 40 fois depuis la création du Paris Saint-Germain. C'est le cycle normal d'une marque, c'est d'évoluer, de faire changer son logo. Ça en fait entièrement partie. Bon, celui-là, il est ce qu'il est. Objectivement, tu trouves joli ce logo? La couleur, tout? Moi, alors si tu poses vraiment la question à moi, à Nicolas Ortus, je m'en fous, mais alors, complètement du logo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le logo. C'est la combativité sur le terrain, c'est avoir des résultats, c'est des joueurs qui moulent le maillot. Ça m'intéresse un peu plus que le logo ou le maillot. Voilà, après, chacun ses priorités. Après, c'est comme quand tu vois, par exemple, tu vois l'équipe de France, là, qui a joué contre l'Uruguay avec la maillot, je sais pas si contre l'Uruguay. Voilà, c'est vrai que c'est pas la chose la plus importante, mais c'est quand même un symbole. Et par exemple, le logo, c'est quand même un symbole. Mais comme tu dis, oui, c'est vrai que Michel Collard, il l'avait mis sur son blog Paris Canal Historique. Il a changé souvent le logo. Mais c'est vrai que ce logo-là, moi, je le trouve pas magnifique. Mais comme tu dis, oui, il y a plus important qu'un logo, même si c'est quand même un symbole important. C'est un symbole important, mais aujourd'hui, dans quelle société on vit? On vit dans cette société mercantile où il faut faire vendre, il faut exporter de la marque, il faut ramener de l'argent. Là, on est dans le processus normal d'une entreprise qui veut développer ses activités sur le territoire mondial et non plus national. Voilà, ça va tout droit dans ce sens-là. C'est juste de la stratégie marketing de A à Z. Après, est-ce qu'il faut crier au scandale? Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup plus important à l'heure actuelle. Ils ont l'argent, les Qataris ont l'argent, même s'ils voulaient quitter le Parc des Princes, les supporters peuvent ne pas être contents, mais c'est le propriétaire, il peut faire ce qu'il a envie. Et il me semble que le nouveau maillot, malgré que certes beaucoup l'ont pas trop apprécié, il me semble qu'ils se voient pas trop mal. Les abonnements, tu as vu toi Nicolas, j'ai vu quelque chose qui a circulé comme quoi il y aura un chiffre record de 32 000 abonnés, c'est vrai ou c'est une connerie ça? Alors c'est Sport 24 qui sort l'information là-dessus. Alors je t'avoue que je mets un petit bémol, sachant que le jour où il sort cette information, derrière tout le monde a reçu un mail de Nasser Al-Khelaifi et de PSG Abonnement pour relancer justement la campagne d'abonnement en disant il reste des places à donner. C'est surprenant, oui. Donc là, il y a une espèce de double discours officieux. Je pense que le stade l'année prochaine sera plein à craquer, ça c'est une évidence, parce que déjà rien que jouer un PSG Barcelone, ça te remplit ton stade pour 2 saisons de la ferveur. Donc le stade sera plein. Après, en termes d'abonnés, c'est pas impossible effectivement qu'à la fin de l'année on batte un record et qu'il y ait 35 000 abonnés. Ça c'est pas impossible du tout. Ouais, ça là-dessus, il y a pas de souci. C'est vrai que bon, pour revenir au logo, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que c'est important de garder une certaine identité quand même. Encore, ils auraient amélioré avec les couleurs, mais là, c'est carrément changé du tout au tout. Il y a des symboles qui ont été quand même effacés. Donc c'est une façon aussi un petit peu, voilà, du berceau, de la fleur de lys, enfin des. Le berceau. Moi je suis d'accord avec toi. Ça symbolisait très bien la ville de Saint-Germain, la ville des rois où certains rois étaient nés là-bas. Très bien. Là ils l'ont placé par la fleur de lys. Il n'y a plus que ça en évidence. Pourquoi? Parce qu'à l'international, la fleur de lys égale royauté. Alors que le berceau, ça ne parlait pas à tout le monde concrètement. Là, encore une fois, on est sur une démarche marketing, rien de plus. Après, moi, je comprends tout à fait ton opinion de dire, voilà, c'est dommage de mettre un petit peu de retrait comme ça, mettre un espèce de bleu royal, alors qu'on avait un espèce de bleu nuit très pétant, c'est un peu dommageable aussi. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est dommageable de changer comme ça. Mais après, voilà, il faut voir dans quelle nouvelle dimension le Paris Saint-Germain est à l'heure actuelle.
Là, mais est-ce qu'ils ont vraiment passé ce cap? Parce que je vois que quand même, il y a beau avoir de l'oseille, il y a beau avoir du public au parc, mais c'est un club sans âme pour moi. Et ça me fait mal de le dire parce que j'ai 38 piges, je vais au Parc des Princes depuis 89-90. Enfin voilà quoi. Pour moi, c'est un club sans âme. C'est comme un bateau fantôme qui errait sur la mer. Voilà, c'est des mercenaires qui sont là. C'est des mecs qui se permettent de dire à des journalistes, oui, pourquoi les supporters se plaignent, avant il y avait rien. Non, ouais, voilà. moi, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'était Zlatan quand il avait dit. On est en train d'écrire l'histoire, on va écrire l'histoire du PSG, il n'y avait rien eu avant. Ça, par exemple, ouais, ça peut paraître assez choquant. Après, après, tu peux dire qu'il passe dans une autre dimension. Bon, c'est Zlatan. Voilà, champion de France, bon. Là, je parlais certainement, enfin, au niveau du logo, je peux parler. Après, tu parles d'un club sans âme, il faut tout prendre en compte. Et là, je te dirais que c'est une fois que il y a eu l'arrêt Bosman, c'est une fois qu'il y a eu des millions et des millions en jeu dans le football. Après, ça, c'est plus le capitalisme, on va dire, pour trouver un sens très très large à tout ça. Il y a plus d'âme dans le football depuis qu'il y a de l'argent dans le football. Il y a eu des grands joueurs, hein. On a eu des Rai, des Suzy, des Paoletta. On a eu quand même des joueurs qui aimaient ce club vraiment intérieurement, qui faisaient, qui donnait une certaine image du club. Ouais, là, mais c'est pas faux que c'était déjà quand même du football business à l'époque. Ouais, mais avec un peu plus. Non, mais moi je pense que ce qu'il y a aussi, c'est que comme moi le premier, j'allais au parc, mais c'est l'ambiance qui m'a fait aimer ça tout petit. C'est l'ambiance qui me faisait aimer le Paris. Et c'est vrai que de voir qu'il y a plus cette ambiance maintenant, comme je dis, il y en a qui peuvent y retourner. Moi j'ai essayé, je me reconnais pas dans l'ambiance qu'il y a maintenant. Mais c'est plutôt de se dire voilà il y a ça qui a été perdu, un peu ce côté ferveur forte qu'il y avait, même si tout n'était pas parfait non plus, on est d'accord. Mais c'est d'avoir perdu ça et de se dire on a tellement attendu une belle équipe. Dans les années 2000, on a eu pendant 10 ans des années quasiment pourries pendant 10 ans. Ouais. Et maintenant il y a une belle équipe. Et par contre t'es plus là, donc ça se demandait tu peux pas avoir la belle ambiance et la belle équipe avec. Mais comme disait Nicolas, et ce que tout le monde sait, le Qatari à l'époque, Auteuil et Boulogne, je pense qu'ils auraient jamais racheté le club, c'est clair. Non, jamais. Et puis là, vous parlez d'un manque de ferveur, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a un manque de ferveur sur certains matchs en regardant le public du Parc des Princes. Mais si tu fais le total de plus supporters parisiens qui sont dans les bars, qui sont chez eux, qui sont entre potes, tu vas me faire croire qu'il y en a plein qui ne se sont pas levés quand Pastore a marqué au Camp Nou, quand Lavezzi a marqué à Valence. Non, mais nous, on parle l'ambiance au Parc des Princes, oui, bien sûr. Je dis pas, il y a même au Parc, il y a eu des belles ambiances cette année. Il faut pas non plus. C'est ce que je te posais comme question tout à l'heure, justement, ouais. Il y a certains matchs où tu as vu de l'ambiance qui revenait, toi. Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'anciens, parce qu'il y avait de l'événement qui est tellement important, qui a une ferveur. Alors, mais après, faut pas confondre ferveur et ambiance. Ambiance, pour moi, ce sont les tambours, ce sont les chants, ce sont les danses. Voilà, là, pour moi, l'ambiance, c'est quand il y a les supporters qui mettent du leur. Après, quand ce sont les spectateurs qui se lèvent et qui crient parce qu'il y a un but ou parce qu'il y a Pastore qui a lancé la vitesse en profondeur, ça, c'est de la ferveur. Oui, puis d'ailleurs, faut pas être en opposition. Moi, comme je disais, moi, à l'époque, quand j'allais à Boulogne, au Auteuil, on était là aussi pour chanter, et il y avait les gens qui venaient plus pour regarder le match, mais ces gens-là, c'était, moi je me rappelle un PSG Bucarest ou un PSG Real, toi Stan t'y étais, où justement, les gens, ils ont participé, pris par l'ambiance qui était mise par les codes. Donc en même temps, c'est pas dire oui, on a le discours, c'est pas dire il faut des ultras dans un stade que ça. Il y a de la place pour tout le monde. Malheureusement, à Paris, maintenant, il y a plus de la place pour les ultras ou des associations. C'est ce qu'on dénonce un peu, mais maintenant peut-être qu'ils ont peur avec tout ce qui s'est passé avant. On parle en tant que supporter, mais en tant que dirigeant, c'est peut-être différent de le point de vue. Ils ont fait un choix très, très strict et ils se tiennent à cette ligne décisionnelle. Ils font pas marcher la machine arrière là-dessus, malheureusement. Parce que leur communication a toujours été très claire. C'était si les anciens abonnés veulent revenir, ils peuvent s'abonner. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'ils n'auront pas le choix entre Auteuil ou Boulogne et ils ne pourront pas s'inscrire à plus de 5, 6, 7, je sais plus quel est le nombre exact. Alors il y a des conditions. Ils ont toujours laissé une certaine porte ouverte.
Après, on sait très bien que c'est pas du mytho, mais c'est une façon ou une autre de les cloîtrer et d'empêcher un retour massif comme c'était avant, comme à l'époque, malheureusement. Et on avait reçu Marion Edalo, qui était pas du tout d'accord avec nous. On avait fait un bon audimat avec elle parce que, mais bon, je l'ai vu récemment, elle était contente. Elle a dit ça a fait un bon débat. C'est vrai que c'est même qu'on était complètement d'avis opposés, ça avait fait une émission bien animée, mais ça s'est très bien passé, convivial. Et on est des gentlemen aussi. Oui, on va dire ça. Il paraît. Moi, m'avait un petit peu choqué parce qu'on avait parlé de l'ambiance du parc et je lui ai dit ça te choque pas si jamais parce que bon, pour moi, si le PSG quitte le Parc des Princes là. Comme on dit, la boucle est bouclée. Bon, voilà. Alors, on aura tout compris. Elle, ça la choquerait pas que le PSG quitte le Parc des Princes. Toi, en tant qu'ex-supporter et journaliste qui voit ça d'un œil différent, le PSG quitterait le Parc des Princes, tu prendrais comment? Moi, alors, le Parc des Princes, voilà, pour moi, c'est le seul truc auquel il faut pas toucher, c'est le Parc des Princes. Autant on peut modifier un peu le maillot, on peut modifier un peu le logo, voilà, ça me passe un petit peu au-dessus. Autant quitter le Parc des Princes, là, ça porterait un réel coup à ma passion, parce que le Parc des Princes, c'est le PSG c'est le Parc des Princes. On parle d'un stade mythique qui est élu chaque année plus beau stade de France, qui avant était élu meilleure ambiance de France. Bon, oui, c'est plus le cas malheureusement. Mais voilà, le Parc des Princes, c'est mythique. Tu parles à n'importe quel joueur de football en Europe du Parc des Princes, il connaît. Il connaît peut-être pas le PSG, mais il connaît le Parc des Princes. C'est un stade qui est mythique, malheureusement, qui est un peu ancien et sur lequel on ne peut pas appliquer des travaux que chacun aurait en tête, à savoir grappiller un étage au-dessus des différentes structures, grappiller des places en dessous parce qu'il y a périphérique, plus un monument qui est classé, donc on ne peut pas toucher à toute l'armature du stade. Voilà, malheureusement, c'est un stade qui est assez limité dans son expansion. Donc le choix, il va être de grappiller 10 000 places pour faire un stade de 50 000, enfin 55 000, ou partir ailleurs, construire un nouveau stade, aller au Stade de France ou autre. Là, c'est une question qui est très compliquée. J'imagine qu'en interne, ça fait également beaucoup de débats. Je ne sais pas à l'heure actuelle quelle est la décision qui sera prise, parce que pour l'instant, ils sont plus sur le centre d'entraînement, trouver un terrain viable pour le nouveau centre d'entraînement, que sur le Parc des Princes concrètement. Mais effectivement, si le PSG quitte le Parc des Princes, là, je pense que ça portera un coup très fort sur la tête des supporters historiques du Paris Saint-Germain. Ouais. Et s'il quitte Saint-Germain, s'il quitte le camp des loges, quoi, est-ce que tu trouverais normal que ça s'appelle toujours Paris Saint-Germain? De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura au moins la formation qui restera à Saint-Germain-en-Laye, ça c'est quasiment sûr et établi. Et après, au niveau des féminines, ça discute, ils disent qu'ils vont peut-être continuer à s'entraîner là-bas, qu'elles vont peut-être bouger ailleurs, mais jouer les matchs soit à Charletti, soit certains au camp des loges, au niveau camp des loges, parce que aussi les terrains d'entraînement vont être refaits de l'autre côté, ils vont construire une tribune normalement. Enfin voilà, tout ça c'est encore très compliqué. Il y a beaucoup de discussions. S'il n'y a aucun choix définitif qui a été arrêté à l'heure actuelle, c'est pas pour rien. C'est parce que même eux, à mon avis, naviguent un petit peu à vue sur ce dossier-là. C'est très compliqué. Après, Saint-Germain-en-Laye fait partie intégrante de l'histoire du club. Les Qataris en sont pleinement conscients. Bon voilà, faut voir quelles décisions vont être prises, mais effectivement, ils ne quitteront pas le Saint-Germain entièrement. Il y aura, quoi qu'il arrive, il y aura encore quelques pôles PSG à Saint-Germain-en-Laye. À moins que s'ils perdaient par exemple le camp des loges ou qu'ils quittaient Saint-Germain, donc ça pourrait plus s'appeler Paris Saint-Germain, mais ça pourrait, parce qu'on en a entendu parler de ça, que le Qatar aimerait bien avoir le nom Paris, et par exemple ne plus s'appeler Paris Saint-Germain et que ça s'appelle vraiment Paris, quoi. C'est quelque chose qui est possible. C'est pas possible. C'est pas vrai. Non, c'est pas possible. Si je conseille à vos internautes d'aller jeter un œil sur une interview que j'avais réalisée de Monsieur Manel Lamy, le maire de Saint-Germain-en-Laye, qui expliquait très bien que la dénomination de Paris Saint-Germain ne pouvait pas être modifiable. Même s'ils quittaient, s'ils s'entraînaient plus ils avaient plus rien en commun à Saint-Germain, ça serait pas possible. Ça serait pas possible. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit juste avant, le PSG souhaite garder un pôle à Saint-Germain quoi qu'il arrive. Un effectif professionnel, les hommes, l'équipe A, s'ils vont à droite, à gauche, je n'ai pas de vie encore établi. Certes, ils seront plus à Saint-Germain, mais il y aura des pôles du PSG qui seront encore sur Saint-Germain-en-Laye, et du coup l'appellation continuera.
Ok. Et quel est le joueur, toi, que tu trouves le plus sympa dans cette équipe du Paris Saint-Germain, celui qui est le plus accessible, on va dire, parmi les stars qu'il y a dans cette équipe? Alors, s'il faut choisir un seul et unique joueur, de très très loin, je mettrais Blaise Matuidi. D'accord, ouais. C'est le plus sympa, c'est le plus accessible. C'est une crème, le mec. Toujours disponible, un petit mot, que ce soit en off ou au micro. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est gentil, qui est une bonne personne, qui est saine, en tout cas autant qu'il peut l'être en tant que journaliste professionnel. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, alors, je suis très content pour lui qu'il ait franchi plusieurs centaines de milliers de paliers en 2 ans. Je suis ravi qu'il soit une pierre angulaire de l'équipe de France à l'heure actuelle. J'espère qu'une chose, c'est qu'il prolonge très très au PSG parce que lui, c'est vraiment un joyau dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau sportif ou pas sportif. C'est vraiment un bon gars. Il est très courtisé en plus, je pense. Beaucoup le veulent. Ah bah oui, forcément. Quand t'as un joueur qui explose au plus haut niveau européen, voire scène mondiale, du coup, à qui il reste 1 an de contrat, et quand on sait que derrière, il va être récupéré certainement par l'agence de Mino Raiola, il y a de quoi s'inquiéter, effectivement. Et d'ailleurs, sa progression, elle est peut-être venue aussi à côtoyer Makelele, mine de rien. Je pense qu'il lui a apporté quelque chose. Et Matuidi, moi, après je te donne la parole, Nicolas. Matuidi, quand j'étais à 3 PSG, on était en contre-parquage, et à la fin du match, on m'avait agréablement surpris parce que beaucoup font un signe et rentrent. Il était venu en bas de la tribune et puis il avait lancé son maillot. Et j'ai trouvé ce geste sympa, ça m'a surpris même, je vais dire. Bah, c'est vous qui dire, c'est parce que c'est une chouette personne, c'est une bonne personnalité, c'est un bon gars, c'est vraiment un bon gars. C'est quelqu'un qui est impliqué au quotidien. C'est quelqu'un qui va pas hésiter 30 secondes à aller prendre 10 minutes, un quart d'heure pour signer des autographes, des photos, pour filer son maillot. Voilà, Matuidi, c'est vraiment le joueur que je prendrai en premier dans mon équipe actuellement. Et toi, tu y crois, toi, la rumeur que Chantôme pourrait aller à l'OM, ou tu penses que c'est du fantasme, ça? Alors, en termes d'information, son agent, effectivement, eu quelques discussions avec les dirigeants de Marseille, mais comme il y en a eu avec les dirigeants de Lyon et comme il y en a eu avec d'autres clubs européens, il n'y a pas eu de réelles avancées à l'heure actuelle. Je crois que pour l'instant, le dossier Chantôme, c'est très simple. Il est complètement bloqué par rapport au futur entraîneur. Rien ne dit que le futur entraîneur lui fera confiance, rien ne dit que le futur entraîneur ne lui fera, lui garantira du temps de jeu conséquent. Je crois que pour l'instant, tous les joueurs, au niveau d'effectifs professionnels, ils sont un petit peu là aussi entre deux eaux, ils savent pas trop où ils vont parce qu'il n'y a pas de coach. Alors si on met de côté un Tiémé qui ne joue plus du tout et auquel le club ne fait plus confiance, si on met de côté un Armand qui a fait le tour des choses, qui est là depuis 9 ans, je crois, qui termine certaines champions de France, c'est magnifique, donc on lui dit au revoir avec un grand sourire en le remerciant. Mais derrière, il y a plein de joueurs qui sont un petit peu, le cul entre les chaises, qui attendent, ils sont en mode patience. Comme tu dis au dernier talk sur Réunion Première, il faut aussi prendre en compte donc cette non-nomination d'entraîneur, mais aussi le fait qu'ils sont en vacances, les joueurs sont en vacances. C'est pas encore à l'heure actuelle où se décident certains transferts. Il faudra peut-être attendre la reprise. Fin juin, début juillet, on en saura peut-être un peu plus sur l'avenir des uns des autres. Et puis les mecs, faut qu'ils se calment un petit peu, parce que j'en vois déjà, moi, sur les réseaux sociaux, qui insultent beaucoup Chantôme, sale traître, tout ça. S'il y va pas, ou même, imagine qu'il reste au PSG ou qu'il aille dans un autre club, ils vont dire ouais bon, avant de l'insulter déjà, faut attendre qu'il ait signé. Il a même pas signé, on en parle un petit peu, qu'il se fait déjà vilipender de partout. Oui, mais ça c'est le folklore d'internet. C'est très bien. C'est toujours plus facile d'insulter un joueur. Vas-y Stéphane, t'as une question? Ouais, non mais après moi je comprends Chantôme aussi. C'est un mec qui joue pas beaucoup, il est jeune, il a besoin de jouer. Et c'est clair que maintenant avec les Qataris, je dis pas qu'il aura pas sa chance, mais il jouera pas beaucoup et il va partir, c'est sûr. Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs que d'aller à l'OM. Il y aura d'autres joueurs comme ça, c'est sûr. Oui, mais Chantôme, il veut un club qui joue avec des champions, il veut un statut de quasi titulaire. Alors en France, il y a Lyon et Marseille qui seraient un petit peu dessus. En Europe, il faut voir où est-ce qu'il pourrait rebondir, parce qu'il n'est pas très connu sur la scène européenne. Alors, les clubs pourraient lui garantir une place titulaire ou du moins un jeu très conséquent, qui joue des champions en plus. Il n'y en a pas 50. Après, il connaît très bien la Ligue 1, la Ligue 1 le connaît, c'est peut-être choisir le plus simple. Lyon a l'air un peu moins chaud que Marseille. Maintenant, il faut voir. Après, on parle d'amour du maillot, on parle de tout ça, mais est-ce que ça existe encore?
Moi, je pense pas. On a bien vu Loïc Sana qui a été formé au club, qui est parti du jour au lendemain. J'ai envie de te dire, quand tu vois On a Roten vu qui était... Flores, on a vu Dehu. Non, mais quand tu vois Voilà, Roten... mais là, on parle de gens formés au club. Sana, il est parti sans même un au revoir. Voilà. Quand tu vois, Sana, c'est le plus choquant. Ouais. Quand tu vois Roten, l'amour du club qu'il avait, il faisait toujours le tour du terrain pour saluer dans les conditions qu'il a quitté le club en très mauvaise, des rapports très mauvais avec les supporters et le club. Regarde Paoletta aussi, qui était amoureux du club et tout, il est parti. Ça s'est terminé. Après, ouais, mais bon, on l'a pratiquement mis à la porte. Enfin, voilà, on peut sortir des dossiers, mais c'est vrai que Chantôme, ouais, lui, à part un club de Ligue 1, c'est vrai qu'il a pas d'autres solutions. 21h, on avait dit qu'on ferait 1 heure d'émission avec Nicolas. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Dernière petite question, tiens, juste pour le fun. Et celui qui est vraiment le moins accessible au PSG, c'est qui comme joueur? Zlatan, ça, pour changer, effectivement. Est-ce qu'il va rester Zlatan? Une petite rumeur comme ça, pour l'instant, rien de transmis. Oui, non, il restera. Ibrahimovic, il restera. Ça, je m'en fais pas, à moins que l'entraîneur qui arrive, c'est vraiment un pur scandale. A priori, quelle que soit la petite renommée, même si c'est petite renommée, entre guillemets, encore une fois, hein, mais si c'est un Laurent Blanc qui vient sur le banc, je pense qu'un Zlatan restera, Thiago Silva aussi, Verratti aussi. Après, si c'est Jean-Michel Poit-Poit du club du coin qui vient entraîner le PSG, là, c'est sûr que des questions se poseront. Ah bah justement, moi, parce que je vois que personne ne veut y aller, sur Facebook, aujourd'hui, je me suis porté candidat, je viens même pour 3 mois. Hein, il paraît que la place, elle est bien payée. Je serais gentil avec les joueurs, il n'y a pas de souci. Je te garantis pas que si tu prends le poste sur le banc, tu auras le même effectif, hein, mais ouais, c'est ça le souci. Mais peut-être qu'on va se retrouver tout simplement avec Makelele sur le banc, en attente. Hein. Qui sait? C'est une solution. Il passe du diplôme d'entraîneur. Nous, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire à la supporter, que ce sera le choix en interne et la priorité. Après, dans quel domaine, sur quel élargissement, là, ça devient compliqué. Il faut attendre la décision de la commission d'appel, de la commission de discipline, voir combien de temps peut avoir Leonardo. Mais ça peut très être Leonardo, manager-entraîneur, avec un Makelele qui prenne place en conférence de presse et sur le banc de touche pour les entraînements, par exemple. Ça peut être ça. Le plaisir, c'est quand tu es journaliste comme toi ou nous bénévoles ou que tu es supporter du PSG, tu t'ennuies jamais avec ce club. Il n'est pas monotone, donc tu risques pas de t'ennuyer et c'est pas fini à mon avis. Non, c'est pas fini, mais c'est pour ça, c'est un réel bonheur d'être un sportif sur le PSG. Alors c'est crevant au quotidien parce qu'il faut toujours aller à droite, de gauche, il faut suivre l'actualité, il faut suivre les informations, il faut aller aux conférences, il faut voir les nouveaux rebondissements. Et quand tout est calme, c'est jamais calme. C'est ça. Quand il y a aucun souffle de vent, c'est quelque chose qui se prépare quelque part dans le giron du club. Et quand ça pète très très fort. On a bien vu aujourd'hui, Capello vient au Parc des Princes, tout le monde prend la signature. 2 heures après, finalement, c'est un gros nom, un gros bâche dans notre tête, avec un super orage sur Paris en même moment. C'est à cause d'eux, le climat. Oui, tu viens de m'éclaircir, là, oui. Mais voilà, c'est la faute des club. C'est pour ça qu'on l'aime, ce club. Il se passe toujours quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de petits clubs qui aimeraient avoir autant d'activité que nous, même si ce n'est pas toujours dans le sens positif. Mais voilà, c'est un club qui fait toujours quelque chose et c'est ce qui fait aussi le charme de ce PSG. J'avoue, c'est l'avant-dernière de l'émission, je peux le dire. J'aime ce club, oui, même si je le combats maintenant, je l'aime quand même. C'est l'amour vache, c'est comme ça. C'est les histoires d'amour, c'est comme ça. Merci Nicolas, franchement, t'as été sans langue de bois, t'as été super. Je te remercie d'avoir participé à cette émission. Écoutez, c'est moi qui vous remercie, et puis je vous souhaite bonne continuation. Oui, puis merci parce qu'au moins quand on interpelle Nicolas sur Twitter, il m'a répondu, il aurait pu me dire non, oui, contrairement à certaines personnes qui te répondent même pas, et pourtant c'est pas la première fois, ça fait 5 ou 6 fois, donc merci Nicolas d'être venu parce que tout de suite j'ai lancé l'invitation. Il m'a envoyé un message privé sur Twitter et ça s'est fait très vite. On s'est contacté samedi pour l'émission de ce soir. Donc merci Nicolas. Il n'y a pas de quoi parce que ACS, on sait ce que c'est que de démarrer petit et de vouloir grandir et de viser très haut. Alors si on peut vous faire un coup de main, les gars, il n'y a aucun souci. Merci, c'est gentil. Merci. Tu passeras le bonjour à Marc Alvarez. Tous ceux qui bossent pour Canal Supporter, donc ceux qui connaissent un Canal Supporter, c'est le site des supporters du PSG fait
par des supporters du PSG, un petit peu comme nous dans cette émission. C'est pour ça que c'était bien qu'on la fasse cette émission. Merci Nicolas, à bientôt, tu reviens quand tu veux, tu es ici chez toi aussi. Eh ben, ça va, les gars, merci beaucoup. Allez, à bientôt Nicolas. Au revoir. Voilà, mes amis, on a passé une petite heure avec Nicolas, c'était bien sympathique. Je pense qu'on a fait le tour, hein, des trucs. Il n'y avait pas grand-chose à part des côtés nostalgiques. On n'est pas rentré un petit peu dans le côté nostalgique, mais c'était sympa d'avoir son avis aussi sur le mouvement ultra parisien, parce que certains étaient mitigés par rapport à leur soutien ou à leur non-soutien. On voit bien que, comme il nous a expliqué, hein, c'est un site quand même qui était à la base qui soutenait le plan Le Prou, mais voilà, via quelques petites cassures comme ce petit coup du cours des loges, ça sépare un petit peu les cœurs, mais ça reste quand même grosso modo un site, Xavier, qui supporte les ex-abonnés en fait. Ouais, non, puis c'était intéressant d'avoir déjà un journaliste, Canal Supporter, je trouve ça sympa. Et après, par rapport à ce qu'il disait, de toute façon, peut-être aussi, oui, c'est sûr que moi, les personnes qu'on côtoie, souvent, moi, les 2 déplacements que j'ai faits, j'ai peut-être eu de la chance, mais ça s'est toujours super bien passé. Maintenant, c'est sûr que quand t'es depuis 3 ans dans la lutte comme ça, avec un dialogue quasi nul, peut-être qu'il y a des gens qui sont autour aussi, oui, voilà, qui commencent à en avoir marre, et peut-être des fois, comme au camp des loges, ça va un peu déborder avec quelques personnes. C'est ça, quand tu gères quand t'es dans ton coin devant la télé à gueuler, c'est sûr, t'es tout seul, tu vas gueuler que devant ta télé. Quand tu gères tout un groupe, des gens qui font des contre-parquages, il peut y avoir des fois des gens, qui réagissent autrement que toi. Il y a plein de gens différents. Donc c'est vrai que c'est dommage. Souvent on dit il faut pas donner le bâton pour se faire battre, mais ça fait un peu donneur de leçon de dire ça. Mais c'est clair que, par exemple, ce qui s'était passé au camp des loges, l'image était mauvaise. C'est comme la banderole au Trocadéro, Liberté pour les ultras, même si c'est peut-être pas nous on n'y était pas, on sait pas, mais tout de suite il y a des incidents et à côté il y a une banderole Liberté pour les ultras, les gens ils se font une image tout de suite. Ce qu'on dit, moi, ce que je te disais l'autre fois, ce qu'on dit même nous à notre petit niveau à la radio, faut vachement faire attention au poids des mots qu'on dit, et bon, les grands médias je t'en parle même pas, et puis les images à la télé, c'est très c'est prenant ce que tu vois à la télé. Moi, Xavier, je vais te dire un truc, je suis sûr que même s'il n'y aurait pas eu la banderole au Trocadéro, les ultras ils auraient été visés dans tous les cas. C'est plus facile, hein. De toute façon, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu sur SoFoot, le premier procès, où c'était carrément le procès du monde ultra, où on reprochait presque d'être ultra, alors que le deuxième procès, là, pour 3 personnes, ça s'est passé un peu plus sereinement. Donc peut-être aussi que ça va se calmer. Et de toute façon, c'est sûr que à force de faire mariner les gens pendant 3 ans, que tu discutes pas avec eux, moi je vois Liberté pour les abonnés, c'est des gens super pacifiques qui viennent pour chanter parce qu'ils veulent se déplacer. Et moi j'en ai fait partie pour chanter, juste venir là pour chanter, on fout pas le bordel. Et t'as aucun discours. Donc à un moment, quand tu prends les gens un peu pour des idiots et que tu les laisses dire c'est pas grave, de toute façon à un moment ils vont s'épuiser, c'est pas une raison pour foutre le bordel, hein. Je dis pas ça, mais faut pas s'étonner qu'il y a des gens à un moment qui pètent un plomb. Au bout d'un moment ça pète. Voilà. Même si dans tous ceux que je vois dans Liberté pour les abonnés, malgré qu'il y ait il y a de Hauteuil, Boulogne, il y a des jeunes, des moins jeunes, j'en fais partie des moins jeunes d'ailleurs. Là, je vois que ça se passe pas mal, mais bon voilà. À un moment, quand t'as pas de dialogue, comme tu disais Stan, hein, comme je l'ai dit une fois, c'est comme dans un couple, hein, t'as pas de dialogue. À un moment, qu'est-ce que tu fais? Soit tu dis c'est fini, on veut plus de vous, ou soit t'essayes de reprendre le dialogue avec les supporters qui disent pacifique. Mais bon, il y a aucun dialogue, hein. Encore moins depuis que l'association Liberté pour les abonnés s'est autodissoute, il y a plus aucun dialogue, et je pense pas que c'est parti pour aller mieux. Même si en off il y a toujours une lutte, hein, qu'on soutient, c'est comme ça, c'est notre vie, donc, c'est notre famille. On va rigoler pour l'Euro.
Oui, voilà. Et puis on en reparlera même l'année prochaine. Hein. L'année prochaine, il y aura d'autres épisodes dans Liberté pour les auditeurs qui seront, je pense, croustillants. Stan, je peux te dire parce que j'ai eu un message privé de Marion. Tu sais, c'est la personne qu'on va bientôt recevoir qui fait un reportage sur le monde ultra. Elle a sorti, elle va faire plusieurs articles là, mais pour l'Express, elle a déjà sorti un article, un début d'enquête qu'elle a faite. Et on le recevra à la rentrée, hein, mais elle veut faire ses articles avant. Là, elle en a sorti un qui est sorti sur l'Express aujourd'hui, qu'elle vient de m'envoyer. Et donc, je vais publier sur la page de l'émission. Donc, ceux qui veulent aller sur Liberté pour les auditeurs, ils vont retrouver l'article. Voilà, sur la page Facebook Liberté pour les auditeurs ou sur le site, vous retrouverez l'article. Avant qu'on rende l'antenne, les amis, un petit mot sur cette suspension des Bad Guns et des Suit Winners, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de dissolution, mais suspension. Bah moi c'est attention. Bah moi je vais te dire que fallait s'y attendre un petit peu. Ça aurait été étonnant qu'il n'y ait rien du tout, surtout avec le climat ambiant. Maintenant voilà, ils vont faire comme je te disais en off tout à l'heure, c'est voilà, on dit suspension, mais de toute façon les gens seront là, ils auront juste pas le droit peut-être d'afficher leur badge, leur banderole, mais ils seront présents. Maintenant le souci c'est que là ils étaient pas trop peut-être dans le collimateur. Là, c'est le dernier avertissement. Après, ça risque. Souvent, on disait ça arrivera jamais à Marseille une dissolution, mais bon, ça risque aussi d'arriver parce que là, ils se gênent pas pour faire une suspension et dire bon voilà, ce coup-là, on vous suspend. Et peut-être plus grave s'il y a récidive. Donc, comme quoi, tout le monde, personne n'est à l'abri et il faut se méfier. Moi, je suis d'accord avec toi, Xavier. Je pense qu'à la prochaine connerie. Je pense qu'ils vont pas les rater. Même si une dissolution, de toute façon, ça règle rien du tout. Mais bon, ça, je pense qu'on l'a dit à maintes reprises. Ah oui, ça c'est clair et net. Donc. À la limite, ça fera comme nous, quoi. C'est clair. Hein. Ou empirer. Voilà. Ça fera que agrandir le combat. Ouais. Ça rajoutera du monde, même si les Marseillais ont du mal à venir s'exprimer, les Bad Guns aussi, hein, c'est un petit peu chacun dans son coin. Je pense que ça aurait été le moment aujourd'hui qu'ils viennent s'exprimer parce que là, c'est bon. Je pense que quand même, il y a certains, peut-être tout le monde ne nous connaît pas, mais il y en a certains qui ont des contacts. On a des contacts quand même avec certains qui sont déjà venus dans l'émission. Et je pense que faut venir s'exprimer dans ces cas-là parce que c'est quand même important, quoi. C'est pas bénin ce qui vient de leur arriver, une suspension, mine de rien. Ouais. Chris Nessa, un petit mot par rapport à ça? Ouais, écoute, c'est toujours dommageable d'avoir de telles sanctions, des sanctions aussi lourdes. Après, honnêtement, on n'est pas tous jugés à la même enseigne. Hein. Il y a des groupes, ils prennent plus cher pour 3 fois rien. Bon, après, on va pas se réjouir d'une dissolution ou de ce genre de choses. Bon, on connaît un petit peu les winners, ils ont peur un petit peu leur business, les Bad Guns c'est Olas, donc ils s'en sortent pas trop mal, je trouve. Ouais, voilà, on peut dire que heureusement que c'était eux, hein, et que c'était pas d'autres, parce que ça aurait été pire, les amis. Hein, donc, on va dire entre guillemets, heureusement c'était eux. Donc voilà, suspendu. De toute façon, je pense que les mecs ils seront juste suspendus de poser leur couleur, ils se déplaceront quand même, à part ceux qui ont été pris IDS parce qu'apparemment il y a des vidéos, photos et tout quoi d'ici. Donc les IDS pleuvent autant que la météo. Donc voilà, affaire à suivre. S'ils veulent s'exprimer, bien sûr, la porte est ouverte dans cette émission. Hein, c'est le moment. Amis ultra, amis lyonnais, amis marseillais, de venir un petit peu cracher la Valda, comme on dit. Après, rien ne vous en empêche, mais dans le combat, il faut pas venir pleurer après quand c'est trop tard. Hein. Même si le fait de s'exprimer peut être trop tard aussi, mais il faut le faire quand même. Enfin, voilà. Vous m'avez compris, les amis, 21h15. Je pense qu'on a fait une bonne émission, c'était l'avant-dernière. La semaine prochaine, c'est la dernière, donc on essaiera aussi, pareil, de faire une grosseur bien complète avec Philippe Broussard. Hein, je rappelle l'auteur du livre Génération Supporter. Hein. Il est aussi rédacteur en chef, je pense, je crois à l'Express, mais je sais plus le titre rédacteur en chef. Je vais pas me tromper, mais il est à l'Express, donc il nous dira tout ça, on en parlera. Ce sera bien d'avoir sa vision un petit peu, ce qu'il a connu un petit peu ce mouvement dans les années 90.
Donc on essaiera de faire un petit peu la différence entre ces deux périodes. Donc les amis, merci Chris. À la semaine prochaine. Merci à toi Stan, merci à vous. Merci Stéphane, à la semaine prochaine aussi. Merci Stan, et à la semaine prochaine, et bonsoir à tout le monde. Merci Xavier, à la semaine prochaine, bien sûr. On verra, je reviendrai si vous êtes sage. Non, je plaisante. Hein. À la semaine prochaine, merci. Merci à tout le monde. Ok, je préfère ça. Merci off à Thomas qui nous a podcasté et qui était là, qui écoutait l'émission. Donc merci à lui. Et en plus, qui est supporter du Mans. Hein, donc imagine comme il doit être festif en ce moment. Quand tu vois l'avenir du club qui est en danger. Ils en sont où là? 14 millions de déficit, j'ai entendu là sur le Mans. Là. C'est tendu. Bientôt les 24 heures du Mans, donc tout va bien. Ils vont vendre le stade et tout carrément, c'est quoi. Voilà. Donc merci à Thomas. Un jour aussi on l'invitera pour qu'il nous parle du Mans aussi. C'est sympa d'avoir la vision d'un supporter du Mans qui nous parle un petit peu de ce club qui est dans une drôle de situation aussi. Merci à Ludo qui pourrait aussi venir lui parler des malheurs de Serre. Il y a de quoi faire encore. Merci à eux deux pour la technique. Et puis merci aux auditeurs pour leur fidélité, leur soutien, tout. Merci à vous tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière. Allez, ciao.